J'ai cette belle vue sur la Seine, la beauté et l'harmonie de cette ville que je considère comme la ville la plus belle du monde et où je me plais énormément. Je n'ai pas eu d'ambition politique. Je fuyais la politique comme la peste. Ce que je voulais, moi, c'était être un haut fonctionnaire, servir l'État. Quand vous pensez à moi, il faut vous dire que je suis un Sénégalais, un humaniste, un homme enraciné dans sa négritude, mais ouvert par la francophonie à tous les souffles du monde, un démocrate. Non seulement parce que j'ai perdu les élections, ça c'était la cerise sur le gâteau, mais parce que toute ma vie, j'ai été animé par ces convictions démocratiques et par la nécessité de construire, de consolider l'état de droit dans mon pays. C'est Senghor qui m'a tiré par le bras et qui m'a entraîné à sa suite jusqu'à faire de moi son successeur. Senghor a été mon maître, mon modèle, mon père spirituel. Et si je suis devenu président de la République, c'est parce que Senghor l'a voulu. Quand je serai à la veille de prendre ma retraite, les organismes du parti se réuniront démocratiquement et choisiront mon successeur. Il est évident que si le Premier ministre actuel confirme les qualités incontestables qu'il a, il aura des chances, évidemment, de me succéder. Naturellement, je profiterai de mon influence pour essayer d'appuyer celui que j'aurais jugé être le meilleur. Jamais Abdou Diouf n'aurait pensé devenir un jour celui qui ancrerait la démocratie dans son pays, ni celui qui aujourd'hui défend avec passion la francophonie dans le tumulte de la mondialisation. Je suis né à Louga le 7 septembre 1935. Mon père était un Saint-Louisien, postier. Il a épousé ma mère qui était lougatoise, mais de père Saint-Louisien. Je me suis retrouvé dans une sorte de grand métissage qu'on résume brièvement en 4 quarts. Un quart de sang wolof, un quart de sang tout couleur, un quart de sang peul, un quart de sang sérère. Étant entendu que mon patronyme est Sérère. Et dès après mon sevrage, on m'a envoyé chez ma grand-mère paternelle à Saint-Louis. Vers l'âge de 5 ans, je suis allé à l'école coranique. Et à 7 ans, je suis allé à l'école primaire française, à l'école Brière de Lille. Et ma famille, surtout ma grand-mère, qui était analphabète, tenait beaucoup à ce que j'ai toujours les meilleures notes en français. Ma grand-mère vivait avec sa petite sœur et avec sa nièce, qui était la présidente des comités du président Senghor à Saint-Louis. Et c'est autour d'elle que toutes les femmes sengoristes de Saint-Louis se réunissaient, très enthousiastes, exaltées, et voient une adoration à Léopold Sédar Senghor et tenant à connaître tous ses faits et gestes à travers les journaux que je devais leur lire, leur traduire, à travers les lettres qu'elles adressaient à Senghor que je devais rédiger. Donc j'ai vécu dans cette atmosphère scolaire et politicienne. J'étais dans une maison élevée par des femmes et des hommes très croyants. J'étais très croyant. Je n'ai commencé à douter que vers l'âge de 18-19 ans. Vous savez, quand on atteint la classe de philo, la terminale de l'époque, et que vous avez des maîtres athées, j'avais un professeur athée de philosophie, M. Vigneault. Évidemment, on l'admirait et on suivait ce qu'il disait. Et au moment où je suis entré à l'École nationale de la France d'outre-mer, j'étais encore un marxisme athée. Je me suis présenté au concours d'entrée à l'École nationale de la France d'outre-mer en 1958. Je suis venu en France à la fin du mois de septembre pour intégrer cette école. J'y ai passé 2 années.
2 belles années de formation. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le président. Heureux de vous accueillir à l'ENA, mais qui est d'abord votre école. Alors, en bas, il y avait une salle d'escrime. Mais je crois qu'on l'a transformée en salle de cours. Oui, c'était là. Quand j'étais là, oui. je ne faisais pas de l'escrime, hein, mais j'allais quelquefois regarder les champions. Vous savez, monsieur le directeur, qu'avant, là, à côté de la loge du concierge, il y avait des plaques où étaient inscrits les noms de tous nos camarades morts au champ d'honneur. Ah oui. Dans les différentes guerres. Et d'ailleurs, le 11 novembre, c'était toujours moi qui étais chargé de lire. De lire les noms des... Quelqu'un lisait les noms et moi, je disais toujours « Mort pour la France ». Mort pour la France. Ah oui. Mort pour la France. C'était moi qui étais chargé de le faire. Oui. Je crois qu'à l'époque, ce n'était pas des tables individuelles comme ça. Je crois qu'il y avait une grande table comme ça. On travaillait beaucoup ici. Quand je suis venu, on m'a dit « Vous devez déposer un mémoire ». Alors j'ai pensé que je pouvais écrire sur l'islam et la société wolof. Ma thèse était simplement de dire que l'islam est une belle religion, mais la façon dont elle est pratiquée par certains, pas par tout le monde, par certains dans notre pays, n'est pas conforme. Et je trouvais aussi qu'il y avait certains soi-disant marabouts, soi-disant chefs religieux, qui exploitaient cette religion à des fins personnelles. Et plus tard, des opposants qui voulaient absolument que je ne succède pas à Senghor ont fait circuler des extraits de ce mémoire et l'ont envoyé aux grands chefs religieux, notamment aux 2 grands chefs de confrérie, le khalife général des Mourides, le khalife général des Tidjanes. J'ai dit, ce ne sont pas des faux. Ce qui est écrit là, c'est bien de moi. C'est moi qui l'ai écrit. J'avais 23 ans, je n'avais même plus la foi. J'avais des idées marxistes et, cela dit, je considère que certaines des choses que j'ai dites là, vous pouvez vous-même les dire. Parce qu'il y a des gens qui sapent votre magistère en se comportant d'une façon irresponsable. Tous les 2 ont eu la même réponse. Ça, tu l'as écrit. Tu étais jeune. Il y a des choses qui sont vraies. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce que tu as écrit quand tu avais 23 ans. C'est ce que nous allons faire avec toi, maintenant qu'à 45 ans, tu vas être le chef de l'État de ce pays. Et quelle était l'ambiance pendant cette scolarité de la dernière promotion, je crois, de l'école de la France d'Outre-mer? Oui. Oh, c'était une ambiance, on sentait qu'on allait vers les choses évoluaient. Oui. Il y avait nos camarades français, il y avait nous, mais ça se passait très bien. Il y avait pas de... Bon, nous étions tous des élèves fonctionnaires français. Et il y a une partie des Africains qui a décidé de rester dans les corps français. Et une partie, dont moi-même et d'autres, nous avons décidé de rentrer dans nos pays et de démissionner de la fonction publique française pour entrer dans la fonction publique sénégalaise. L'heure est aux indépendances octroyées. L'Afrique occidentale française, l'AOF, qui regroupe 8 pays colonisés, laisse sa place pacifiquement à des républiques. Léopold Sédar Senghor, opposé à la balkanisation de l'Afrique, qui se ferait au profit de l'ex-colonisateur, souhaite la création d'une fédération des États d'Afrique de l'Ouest. Mais le projet échoue, et le 20 août 1960, un régime démocratique de type parlementaire est institué. Léopold Sédar Senghor sera président, Mamadou Dia, Premier ministre. Vous connaissez l'événement, le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. Nous avions été élevés comme étant des citoyens de la France et de l'Afrique occidentale française. Nous avions un grand acquis que nous devions à la colonisation. C'était 7 ou 8 territoires qui étaient groupés. Et si nous étions devenus indépendants dans ce cadre-là, je pense que nous aurions fait des progrès plus substantiels en 50 ans de dépendance. Pensez à ce qu'aurait été aujourd'hui l'Afrique si nous avions eu comme État l'AOF.
l'Afrique francophone aurait pris un tout autre visage. Et c'est dans ce climat qu'à 25 ans, Abdou Diouf, sorti major de l'école coloniale, rentre au pays. Il est désormais fiancé à une jeune Sénégalaise catholique rencontrée à Paris. Quand j'ai épousé ma femme, Elisabeth, il y avait une habitude, chaque fois qu'un musulman épousait une femme catholique, à lui demander de se convertir à l'islam. Moi, je lui ai dit, tu n'en feras rien, tu gardes ta religion. Et finalement, nous avons ensemble cheminé avec nos deux religions en nous enrichissant réciproquement. Vous allez bien, ça va? Merci bien. La grande chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré Elisabeth, qui m'a toujours motivé dans tout ce que j'ai eu à faire et qui a surtout veillé à séparer cette vie publique de ma vie privée. Elle s'est comportée dans les différentes fonctions que j'ai occupées avec beaucoup de discrétion et beaucoup d'efficacité dans ce qui était de son ressort. J'ai trouvé une femme d'une beauté exceptionnelle. J'ai dit quelque part que le soleil brillait, mais elle était encore plus lumineuse que le soleil. Avec elle, j'ai eu 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, 13 petits-enfants, un arrière-petit-fils. Voilà, je suis un homme heureux, comblé. Alors, ça va? Avant d'arriver, j'ai vu que tu avais écrit un livre. J'ai vu des gens qui revenaient de la signature, qui m'en ont parlé. Je t'amènerai ton exemplaire. Voilà, voilà. Comment vas-tu? Bien, ça va? Ta mère va bien? Ma fille aînée, c'est elle qui fête son anniversaire. Quel plaisir de les avoir, oui, tout à fait. Plaisir et une grande fierté d'avoir des parents comme eux. Ça va? Tu peux me mettre au milieu, papy? Si. Oui, mets-toi là. Ça va? Et toi? Ah, tu m'as fait que 4, hein. Tu m'as... À cause de ma robe. Tu me blases, hein. Yassine, ma plus jeune fille, a toujours exigé que je lui fasse 6 bisous. Ma plus jeune fille que vous voulez le voir. Mais en principe, c'est 4. La diversité, vous avez tous les âges, vous avez 3 générations. Vous avez également des Sénégalais, des Américaines, vous avez 3 religions. Les musulmans, les catholiques, les juifs. Donc c'est la maison d'Abraham. Nous pratiquons tous les jours la diversité culturelle, un dialogue permanent, enrichissant, et qui nous permet d'aller plus avant, pour le meilleur, mais non pas pour le pire. Certains dans la presse vous ont appelé un sobriquet plutôt sympathique, la girafe. On dit que vous mesurez 2 mètres, est-ce le cas? J'ai mesuré 1,99 m. Et puis après une opération d'une hernie discale, j'ai mesuré 1,98 m. Mais ma plus jeune fille, chaque fois qu'elle me mesurait, elle me disait, bon, 1,99 m, 1,98 m, bon, j'arrondis à 2 mètres. 2 mètres quoi. Les premières années, Abdou Diouf intègre des grands corps d'État. Haut fonctionnaire dans l'âme, il se consacre assidûment aux missions qu'on lui confie. Ça a été une période vraiment très formatrice pour moi, très formatrice. Je travaillais beaucoup, énormément. Je n'envisageais pas de faire une carrière politique. Je voulais me spécialiser, devenir un technicien des finances. Et quand je suis rentré, mes plans ont été déjoués. Au bout de quelques mois, on m'a affecté comme gouverneur de la région du Sine Saloum.
Et au bout d'un an, je me suis retrouvé directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères. Et il me remonte à la mémoire les souvenirs partagés avec le président Senghor. C'était un homme d'exception dans tous les sens du mot. Un homme de vision, un homme de pensée. Il était profondément poète, philosophe. Les circonstances de la vie l'ont conduit à diriger un pays. Et il s'est mis en chef d'État. Il avait l'intuition de ce qu'il fallait faire. Il me disait toujours... il faut être ferme, sans faiblesse coupable. La fermeté, Senghor en fait la démonstration très tôt. Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, son fidèle lieutenant depuis plus de 20 ans, est arrêté. On accuse le Premier ministre d'avoir fomenté un coup d'État pour s'opposer à l'instauration d'un régime présidentiel. Les autorités françaises soutiennent bien entendu Senghor et reprochent à Dia ses liens avec le camp des pays non alignés. Le lendemain matin, M. Dia regagnait sa villa. Il avait beau haranguer quelques partisans, les jeux étaient faits, car le peuple sénégalais était resté fidèle au président de la République, Léopold Sédar Senghor. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu de réunion et plusieurs ont été arrêtés, déclarait le président Senghor. J'ai réquisitionné les forces militaires, car le dernier mot doit rester à la loi. Les Sénégalais avaient pris conscience des dangers provoqués par l'entreprise de subversion. En envahissant l'Assemblée nationale, ils entendaient protéger leurs députés. Et en acclamant Maître Lamine Gueye, président de l'Assemblée, ils confirmaient leur attachement au président Senghor. En 48 heures, le Sénégal a achevé sa révolution. Tentative de coup d'État, épuration et réforme tendant au régime présidentiel. Mamadou Dia est condamné à la réclusion à perpétuité. Il restera 11 ans et demi en prison dans des conditions éprouvantes avant d'être gracié. J'ai beaucoup souffert à ce moment-là, parce qu'on a dit que j'étais pour Dia contre Senghor. J'étais gouverneur de région, on m'a relevé de mes fonctions de gouverneur de région. Le président Senghor m'a reçu le samedi qui a suivi. Et il m'a dit, tu sais Abdou, il faut que tu saches que j'ai une meute avec moi. Des gens qui veulent faire une chasse aux sorcières, qui sont assoiffés de sang. Et j'ai une meute. Mais toi, je ne te reproche rien. Je considère que tu es jeune, tu as tout ton avenir devant toi et qu'il vaut mieux que tu nous aides ici, au niveau central, que d'être dans une région. Mais il avait sa petite idée derrière la tête. Oui. Puisque 3 mois après, il a dit au ministre des Affaires étrangères, je vous prends Abdou Diouf, je le nomme comme directeur de mon cabinet. En janvier 1964, j'étais à une réception au Palais de la République avec mon épouse. Et là, je l'ai vu dans un coin en train de parler avec le président Senghor. À la fin de la réception, ma femme m'a dit, le président m'a dit, Madame Diouf, je vous demande de soutenir votre mari. Il est très bien. D'ailleurs, moi, c'est à lui que je pense pour ma succession. Ma femme a gardé ce secret pour elle, je l'ai gardé pour moi, jusqu'au jour où les choses se sont accomplies. Abdou Diouf est secrétaire général de la présidence. Très vite, il accumule les portefeuilles ministériels. Et en 1970, le président Senghor décide de rétablir le poste de Premier ministre. Le président Senghor a nommé M. Abdou Diouf au poste de Premier ministre. Mon sentiment, c'est d'abord un sentiment d'immense gratitude à l'égard du chef de l'État
qui vient une fois de plus de me marquer sa confiance. Pendant presque 11 ans, Abdou Diouf sera un fidèle collaborateur de Léopold Sédar Senghor. Et c'est en 1976 que le président Senghor a imaginé comment il devait me transmettre le pouvoir. Il a modifié l'article 35 de la Constitution qui disait qu'en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République, le Premier ministre en fonction termine le mandat. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est en 1977. Le président Senghor me demande de venir passer 3 jours de vacances avec lui en Normandie, avec mon épouse. C'était très agréable, nous avons joué au ping-pong, nous avons discuté. Puis un jour, après le déjeuner, je suis venu dans son bureau, il m'a dit, voilà, je compte me représenter en 1978. Si je suis élu, en novembre 1981, je démissionnerai. Plus tard, quelques mois après, il m'a dit, ah, finalement, j'ai réfléchi. Ça n'a pas de sens pour moi de partir en novembre 1981. Je partirai le 31 décembre 1980. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Mais les moments les plus difficiles pour moi ont été les moments qui ont suivi son départ. Je devais m'affirmer comme chef d'État. Nous sortions d'un multipartisme encadré, 4 partis. Il fallait aller à un multipartisme intégral. Je ne l'ai pas fait par démagogie, je l'ai fait par conviction. Certains même diront que j'ai instauré au Sénégal une démocratie débridée, certains de mes opposants. Mais je pensais que chaque Sénégalais avait le droit de s'exprimer selon sa sensibilité. Et j'étais surtout très préoccupé par le fait que la famille marxiste-léniniste, même si j'étais devenu entre-temps socialiste, démocratique, bon temps, j'étais préoccupé par le fait que la famille marxiste-léniniste, très divisée, n'était pas totalement dans le jeu politique. J'ai pensé aussi aux infrastructures, désenclaver le pays, faire les grandes routes d'intérêt national. J'ai supprimé le visa de sortie du territoire national. Peut-être que ça vous a posé des problèmes dans vos pays, mais moi, ça m'a résolu des problèmes parce que les Sénégalais ont pu aller librement ailleurs et se sont enrichis. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, j'ai eu peut-être moins de succès, mais mes intentions étaient bonnes et mes idées claires. Comme je savais que dans la corruption, il y a le couple corrompu-corrupteur, j'ai voulu rompre cette complicité entre les deux. Et j'ai fait voter une loi sur l'enrichissement illicite qui partait de signes extérieurs de richesse. On a bâti un véritable état de droit. On l'a consolidé. Dans les années 80 et 90, Abdou Diouf doit faire face à plusieurs épreuves. Des tensions avec la Mauritanie voisine, un conflit armé avec des indépendantistes de Casamance. Mais le principal défi, c'est une crise économique sans précédent. Le pays est en effet confronté à une série de sécheresses, les exportations d'arachides sont en chute libre et les salaires bloqués. Malgré des aides financières de la France et des États-Unis, la dette publique explose. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale imposent des plans d'ajustement drastiques. Abdou Diouf résiste aux pressions internationales pour dévaluer le franc CFA. Mais pour combien de temps ? Bonjour.
Bonjour. L'Afrique change et ce qui se passe ici, sur ce continent, nous concerne très directement, nous, Français. Le mieux placé pour nous parler de l'Afrique, pour nous dire ce qu'elle est, ce qu'elle espère, ce qu'elle attend de la France, le mieux placé pour dissiper certaines idées toutes faites, c'est vous. Est-ce qu'il ne faudrait pas dévaluer le CFA maintenant, faire preuve d'un peu de réalisme? Je suis contre toute dévaluation. C'est une fausse bonne solution, comme j'ai l'habitude de dire. On peut résoudre quelques petits problèmes conjoncturels, mais au milieu de cela, combien d'inconvénients? Je pense qu'un pays comme le Sénégal verrait immédiatement renchérir sa facture pétrolière, ses importations de riz, et ainsi de suite, beaucoup d'autres choses, sa dette publique. Je crois que vraiment, si on veut nous aider, il ne faut pas qu'on nous entraîne dans l'engrenage d'une dévaluation dont on ne sait même pas où elle s'arrêtera. Est-ce que c'est supportable, Monsieur le Président, pour un président de la République de recevoir constamment des instructions comme ça des organisations internationales? C'est très insupportable. C'est très insupportable. Pourtant, 2 ans plus tard, le gouvernement de cohabitation d'Édouard Balladur annonce une dévaluation de 50% du franc CFA. Bonjour Lamine. Vraiment une très grande épreuve pour le gouvernement d'Abdou Diouf, mais dont les résultats seront inattendus. Le Sénégal s'est beaucoup battu pour éviter la dévaluation, en tout cas au niveau où on l'avait programmé. Il y avait des pays qui étaient dans une situation telle que sans la dévaluation, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Donc finalement, nous avons pris la décision de dévaluer, une dévaluation énorme, puisque nous avons coupé notre monnaie en 2. Et ironie du sort, c'est le Sénégal en tête qui a le plus bénéficié de la dévaluation, puisque au bout des 7 années qui ont suivi, l'économie du pays a progressé à hauteur de 5,5%. À la fin de 1999, début 2000, le journal The Economist a publié la liste des 20 pays au monde ayant la meilleure croissance. Et dans les 20 pays, il n'y avait que 2 pays africains, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Tout à fait. Ça, c'est bon de le dire aussi. Tout à fait. Et quand je l'ai dit, mes adversaires politiques ont dit « Oui, mais la croissance ne se mange pas. Mais sans croissance, qu'est-ce qu'on va manger? Comment va-t-on se développer ?» C'est le jour de notre mariage, ça. Oui, c'est très belle. Ah oui. Ah, tu n'avais pas aimé quand je m'étais coupé les cheveux. Ah, c'était une belle visite, hein, la visite avec la reine d'Angleterre. Et la reine est une femme extrêmement charmante. Tu parles très bien le français. Disponible. Ah oui, elle parle très bien le français. Ça, c'est avec monsieur et madame Mitterrand. Ça, c'est la visite officielle. La première visite d'État, oui. Nous avions une grande estime mutuelle. Il me faisait une grande confiance pour les problèmes africains. Ils étaient inquiets en arrivant. Ils repartent rassurer les chefs d'État africains qui participaient à la conférence de La Baule, qui s'est achevée en fin d'après-midi, ont bien compris le discours que leur a tenu François Mitterrand. C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie, et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible. Et je crois que les gens font beaucoup de contresens sur le sommet de La Baule. J'ai entendu des commentaires disant que François Mitterrand a poussé les chefs d'État africains au pluralisme en leur disant « allez-y le plus rapidement possible ». Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Et il a dit « chacun ira selon son rythme, de son propre pas ». Mais c'est inéluctable d'aller vers la démocratie. Et je dois insister sur le rôle de François Mitterrand dans la relance du dialogue Nord-Sud. En 1989, à l'occasion du G7, il a demandé à 5 chefs d'État du Sud de venir le rencontrer. Il a dit, au cours du déjeuner intime que nous allons avoir entre chefs d'État et de gouvernement, nous allons vous placer de telle façon que vous puissiez vous-même convaincre les autres chefs d'État du G7. Alors, moi, j'avais la tâche un peu facile.
J'étais placé à côté du Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui était acquis. Mais le grand problème, c'était convaincre Margaret Thatcher. On a dit qu'on allait mettre Carlos Andrés Pérez, président du Venezuela, à côté de Margaret Thatcher. On a dit, oui, le charme latin va agir sur la dame de fer. Carlos Andrés Pérez n'y est pas arrivé. À la fin du déjeuner, on entendait Mme Thatcher marchant et parlant avec Carlos Andrés Pérez. Monsieur Pérez, il faut que vous sachiez que moi, quand je vais chez mon épicier, je n'achète pas plus que ce que j'ai dans mon porte-monnaie. C'était pareil. Il est 92. Ça, c'est avec la visite du Saint-Père en 1992. Au moment où moi, je devais inviter le pape Jean-Paul II, il y a eu une petite résistance. Une communauté religieuse a dit oui. Une autre communauté religieuse a dit « Ah, mais le président Senghor l'avait refusé, lui qui était catholique, vous, musulmans, vous l'acceptez. » Et je l'ai invité et il est venu et il a reçu un accueil populaire extraordinaire qu'aucun chef d'État au monde n'a jamais reçu. Dans mon pays, il y a des catholiques, ils ont le droit de voir leur guide spirituel. C'est à cette occasion que le pape Jean-Paul II se rendra à Gorée, l'île symbole des traites négrières, devenue haut lieu de mémoire de l'esclavage. Quand je lui ai demandé d'aller à Gorée, il a eu ce mot superbe. Il a dit « Pardon pour l'Holocauste oublié ». De 1980 à 2000, Abdou Diouf est réélu 3 fois démocratiquement. Et pendant 20 ans, un homme incarne l'opposition, Abdoulaye Wade, l'actuel président du Sénégal. 20 ans de relations tumultueuses entre les frères ennemis de la politique sénégalaise. En 1988, Abdoulaye Wade conteste le résultat des élections présidentielles et accuse Abdou Diouf d'avoir triché. Des milliers de manifestants défilent dans les rues. Ils scandent le slogan de Wade « Sopi, Sopi, le changement Wolof ». Des émeutes éclatent. Abdoulaye Wade est soupçonné d'en être à l'origine. Il est arrêté et incarcéré. En 1988, la coupe a débordé. C'était vraiment l'émeute généralisée. Il a été condamné à 1 an avec sursis. Il avait donc perdu ses droits civiques. Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, j'ai fait un discours, j'ai tendu la main et j'ai fait voter une loi d'amnistie. Tout cela a été entrecoupé du passage de Maître Wade dans mes gouvernements. Évidemment, je comprends qu'à l'approche des élections, il démissionnait pour pouvoir se préparer à m'affronter. Jusqu'à l'élection de 2000 où il a gagné. Je l'ai appelé pour lui féliciter et lui dire que je reconnaissais sa victoire. Je n'ai fait aucun recours. Je ne me suis pas attardé à ça. Pour moi, la messe était dite et je passais à autre chose. Je crois qu'il y a toujours l'usure du pouvoir. Il y a aussi le fait que le Sénégal était en ajustement structurel, il y a eu l'ajustement réel, l'ajustement monétaire. Bon, toutes ces raisons-là ont joué, bien entendu. Il y a eu aussi la crise au sein de mon propre parti. C'est ça, ça a joué. On parle toujours des autres raisons, mais la vraie raison, c'est celle-là. Des journaux titrent « Exemplaire Sénégal ». Rares en effet sont les dirigeants africains à savoir, comme Abdou Diouf, accepter leur défaite et quitter le pouvoir pacifiquement. Je me sens apaisé, mais en même temps plein de vie. Je me sens gagné par ce qu'on peut appeler la sagesse. Je suis à cette période de ma vie où
J'ai vraiment la sagesse issue de cette longue expérience que j'ai eue, de la vie publique, de la vie sociale, mes réussites et mes échecs. Et au total, quand je mesure le chemin parcouru à cette période-ci, je me dis que finalement, ça n'a pas été si mal. C'est difficile, c'est long et c'est complexe de dire comment je suis venu, devenu secrétaire général de la francophonie. Quand je suis venu en France, mon ami le président Jacques Chirac m'a réservé le meilleur accueil. Et dès les premiers jours, il m'a envoyé son conseiller pour me demander d'accepter d'être secrétaire général de la francophonie, puisque le sommet était prévu en 2001. À l'époque, ma réponse a été de dire, mais vous vous rendez compte, je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai 64 ans et je crois avoir mérité une retraite. Le président Chirac a insisté. Charles Jospin a été mandaté pour aller voir le président Abdoulaye Wade. Et le président Abdoulaye Wade a dit en substance, je ne suis pas le sergent recruteur d'Abdou Diouf. Si d'autres États peuvent le présenter, qu'ils le présentent, mais en tout cas, moi, je ne suis pas disposé à le faire. Il faut savoir qu'on était encore au lendemain des luttes politiques qu'il y a eu dans mon pays. Et puis, le sommet a été reporté en 2002 à cause des événements du 11 septembre. Et le téléphone sonne, et c'était Abdoulaye Wade au bout du fil. Il me dit, j'ai réfléchi, c'est important, il faut que tu y ailles. Je dis, mais vous avez déjà dit que vous étiez pour Henri Lopez. Il dit, non, 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 mais ce qu'il y a, lui me l'a dit ou quelqu'un d'autre me l'a dit, je ne sais pas. Les États du Nord veulent de Boutros, mais les États africains n'en veulent pas. Les États africains veulent de Lopez et les États du Nord n'en veulent pas. C'est toi qui peux être la solution, le compromis. Et finalement, à Beyrouth, le président Chirac a fait ce qu'il fallait. Et j'ai été élu. Jeune homme, bonjour. Comment vas-tu? Tu vas bien? Mais dis donc, t'as encore grandi. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ça va bien? Tu pousses, on t'arrose bien. Mon frère de sang. Oui. Valérie? Vous l'avez vu? Oui. Bon. Et doucement, hein. On n'abuse pas, hein. Non, mais toi, les femmes, hein, c'était... Oh. Allez, non. Assieds-toi. Moi, je suis un ami du Sénégal. J'ai beaucoup d'estime pour ce pays et la façon dont Abdou a conduit les affaires du Sénégal et continue à inspirer par la francophonie l'action au Sénégal m'est toujours apparu comme tout à fait admirable. Et je suis heureux que Abdou conserve là-bas une autorité considérable. Dans ma famille, le président Chirac a toujours été considéré comme un membre à part entière. Je le considère comme un frère de sang. Ce sont des relations fraternelles. Mais c'est en 1974, quand Jacques Chirac est devenu Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qu'il est venu me rendre visite à ma résidence de Premier ministre, au Petit Palais. Ouais. Et ce jour-là, je n'existais plus, Elisabeth n'existait plus, mon épouse, il n'y en avait que pour Yacine. Yacine est venu sur ses genoux, voilà. Jacques Chirac l'a adopté comme filleul, et depuis lors... Et j'ai demandé l'autorisation, parce que Yacine, naturellement, est musulmane. Eh bien, j'ai été voir le pape, et je lui ai demandé l'autorisation d'être le parrain d'une jeune musulmane. Et il m'a dit oui. Et puis, sur toutes les causes, nous nous retrouvons sur les mêmes positions. Ça, c'est exact. Le 10 mai, j'ai pensé très fortement à lui, je pense toujours à lui. Mais le 10 mai, c'était la journée de commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, sur le plan de la mémoire. C'est le président Chirac qui a décidé de créer
cette journée dédiée à l'abolition de l'esclavage. C'est un humaniste et il est mon modèle de ce point de vue-là. La francophonie, ce n'est pas seulement le combat pour la langue, pour sa promotion dans le monde. C'est le combat aussi pour les valeurs, en particulier la valeur de diversité. On est dans un combat contre l'hégémonisme. On est dans un combat contre la pensée unique, contre le monolithisme qu'on veut nous imposer dans le monde. Et grâce à des gens comme le président Diouf, on a un porte-parole exceptionnel. Allez, au revoir. Et merci d'être passé moi. Merci. Salut. Voilà. Comment ça va? Toi? Toujours content de te voir. Bon anniversaire. Ça te va bien, 40 ans. Mais toi, tu as eu les 30 ans il n'y a pas longtemps. C'est ça, oui. Mon ami Abdou Diouf est un peu taquin, parce qu'il me dit « tu parles pour nous deux ». Ça, c'est impossible, parce que je n'ai pas son talent, son expérience et sa représentativité, mais il m'est extrêmement agréable, comme maire de Paris et comme président de l'Association des maires francophones, de vous souhaiter un excellent anniversaire. Dans la langue française en général, quand la vie n'est pas rose, elle est généralement noire. Vous voulez des preuves? Le travail au noir, le marché noir, les idées noires, le mouton noir, la période noire, un œil au beurre noir, la boîte noire, la caisse noire, le trou noir, la magie noire, noir comme le diable, noir comme le poil, je bois du noir. Hein? J'aurais pu vous en citer d'autres, mais là j'ai un blanc de mémoire. Je l'aime celle-là. Et je voudrais aussi remercier deux amoureux de la langue française, Léopold Sédar Senghor et le président Diouf, qui avaient fait du Sénégal un pays d'éducation à chance égale. Bon anniversaire. Quel courage politique il aura fallu aux pères fondateurs, au lendemain des indépendances, pour faire triompher l'idée qu'une communauté construite sur le partage de la langue française, c'est cette idée fulgurante, audacieuse, innovante, en laquelle Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, Habib Bourguiba, Norodom Sihanouk avaient fondé tant d'espoir que nous célébrons en ce 20 mars 2010. En cette année du 40e anniversaire, je souhaite rendre un hommage particulier au président Diouf et en cette année anniversaire, la prochaine inauguration de la Maison de la Francophonie. Bon, honnêtement, je suis ravi qu'on y arrive, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a fallu trop de temps pour y arriver. On me dit c'est compliqué. Non, 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 non. Il suffit de le décider. C'était pas dans le discours. Naturellement, ça ne se dit pas, mais je l'ai dit quand même. On arrive dans les quartiers privés réservés à l'OIF. Madame, vous pensez avoir fini quand? Alors, le chantier est terminé. Donc, officiellement, l'État, maintenant locataire, a pris possession des locaux hier soir. Et maintenant, il reste l'équipement, l'ameublement. Voilà. C'est la salle qui est partitionnable en 4 salles de réunion. J'ai eu le sentiment, quand je suis venu en francophonie, que tout le monde faisait comme si, oui, d'accord, nous sommes unis, c'est la langue que nous avons en partage, mais on n'a pas besoin de s'en occuper. J'ai dit non. Si nous suivons les dérives que nous voyons actuellement, bientôt, nous serons une langue locale. Et ça, je ne le veux pas.
Je veux que le français soit toujours une grande langue de communication internationale. Mais est-ce que je peux me mettre derrière un chef d'État ou un ministre au moment où il s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies ou à l'OMS pour lui dire, au moment où il parle anglais, « Monsieur, vous vous trompez, vous devez parler français ». Je ne peux pas le faire. Battez-vous. Nous représentons un tiers des États membres des Nations Unies. Abdou Diouf est aujourd'hui la voix de la francophonie. Il représente 200 millions de locuteurs à travers le monde, jusqu'au plus haut niveau, aux Nations Unies. Je suis très honoré de vous accueillir au siège des Nations Unies. C'est avec grand plaisir pour moi que je m'adresse en français, car le français ayant le statut de langue de travail aux Nations Unies. Merci beaucoup. Je me souviens avec émotion de notre première rencontre et de l'excellent français que vous avez parlé ce jour-là, comme aujourd'hui. Je me souviens même qu'un journaliste nous a dit, je vous pose une question en français, mais vous pouvez répondre en anglais. Vous avez préféré répondre quand même en français. C'est un très bon français. Je suis en train de prendre le français même maintenant. Même maintenant. 2 fois chaque semaine. Pendant le week-end. Pendant le week-end. La francophonie s'appuie sur un bien commun, une langue partageuse, porteuse de droits et de devoirs, mais aussi une langue souvent massacrée, moquée par de beaux esprits prétendument modernistes. Langue qui a été imposée à d'autres peuples par le système colonial. Le président Senghor a dit dans les décombres de la colonisation, nous avons ramassé cet outil merveilleux qu'est la langue française. Donc ce n'est plus une langue imposée, c'est une langue choisie. Et l'écrivain algérien Kateb Yassine, à sa manière, disait autre chose. Pour nous, le français est un butin de guerre. Senghor, Kateb Yassine, ce n'est pas le même combat. Puisque les Sénégalais ont obtenu leur indépendance de façon pacifique. Les Algériens après une guerre meurtrière. Mais tous, Algériens et Sénégalais, considèrent que la langue française leur appartient, comme elle appartient aux Français. Abdou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans nos studios ici à Lausanne. Parlons de la France avec vous, Abdou Diouf. Il y a eu un sommet Afrique-France. Est-ce qu'au fond, on est toujours en train de chercher une nouvelle manière de s'entendre entre la France et l'Afrique? Est-ce que les choses changent vraiment? Écoutez, moi je suis secrétaire général d'une francophonie universelle, présente sur les 5 continents. Qui comprend notamment la Suisse, le Canada, la Belgique, d'autres pays, des pays d'Asie, des pays d'Océanie, de toutes parts. Donc, je ne peux pas réduire mon discours seulement à la relation France-Afrique. Mais nous, notre grand frère, c'est le Commonwealth. Vous avez vu comment le Commonwealth a évolué? Le Commonwealth, c'est entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Tandis que la francophonie, elle déborde. Vous n'avez jamais été, vous, Suisse, colonie française. Au Commonwealth, vous ne sentez aucun complexe. Donc, je ne vois pas pourquoi les francophones seraient complexés de ce point de vue-là. Est-ce que vous savez que dans certains pays africains, vous n'avez pas moins de 350 ou 400 langues nationales? Mais c'est une chance de pouvoir bénéficier du français comme langue d'unification nationale, comme langue d'accession à l'universel, comme langue de communication internationale. Alors vous recevez demain un doctorat honoris causa de l'Université de Lausanne pour votre engagement en faveur du respect, de la diversité des cultures. Tout d'abord, Abdou Diouf, qu'est-ce que vous ressentez au moment de recevoir ce genre de geste d'une université comme celle de Lausanne? Eh bien, je suis très honoré, bien sûr, surtout en cette année du 13e sommet de la francophonie à Montreux. Merci beaucoup, Abdou Diouf. Moi, je ne pense pas à la mort. Je sais que je suis mortel et que je mourrai un jour, mais je travaille toujours comme
si j'étais éternel. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu pendant toutes ces années où j'ai fait ma formation, pendant toutes ces années où j'ai exercé le pouvoir à des niveaux différents. Ce que je voudrais, c'est pouvoir transmettre mon expérience. Ce que je voudrais, c'est que les hommes aient davantage de volonté. Vous savez, le philosophe grec, Socrate, a dit « Connais-toi toi-même et deviens qui tu es ». Je considère que ça doit guider la conduite de tous les hommes pour qu'ils aillent toujours plus loin dans l'accomplissement de leur destin individuel et surtout du destin collectif de l'humanité. Connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Et j'aime beaucoup cette citation de Kierkegaard. C'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Subtilité de l'histoire, l'enfant du Sénégal, né en Afrique occidentale française, est devenu le principal avocat de la langue du colonisateur et l'un des artisans d'une démocratie qui n'est pas un long fleuve tranquille.